Monsieur le directeur du laboratoire de recherche en langue, littérature et traduction, chers collègues, membres du laboratoire de recherche langue, littérature et traduction, chers doctorants, inscrits dans le même laboratoire et aussi les doctorants qui sont venus d'ailleurs. Donc je vous souhaite tous la bienvenue et je vous souhaite également une bonne journée d'études. Alors, je suis très heureux de voir cette journée d'études enfin se réaliser, après avoir été reportée à 2 reprises, je crois, à 2 reprises, en raison, bien sûr, de nos emplois du temps, souvent très chargés et très divergents. C'est également un plaisir renouvelé de me retrouver à nouveau parmi mes anciens professeurs, professeur Rachid Montassar, professeur Naïma Bouhali, Sir Swin, Madame Fadila Gouts, et où Fadila? Hein? Bonjour, bonjour. Fadila aussi. C'est Sofiane Kadiri aussi, amis et collègues enseignants-chercheurs à l'ENSA de Hussima. Alors, je vous souhaite tous la bienvenue. Alors, la journée d'études qui nous réunit aujourd'hui, comme vous le savez, est dédiée principalement aux travaux des doctorants. À notre sens, cette activité scientifique revêt une double importance. D'une part, c'est une opportunité de formation pour les doctorants. Alors, nous les professeurs encadrants, nous sommes là à côté de nos doctorants pour les accompagner, pour les guider, pour les orienter et surtout pour partager avec eux nos expériences et nos visions de la recherche, notamment notre vision, ou bien nos visions de l'art de la thèse. On parle de l'art de la thèse, donc ce mot, le choix du mot art de la thèse, ce n'est pas un choix gratuit, c'est un choix bien réfléchi, parce que rédiger une thèse de doctorat n'est pas seulement un travail académique, un exercice académique qui répond à un certain nombre d'exigences scientifiques et formelles, mais c'est aussi une entreprise, une démarche esthétique dans la présentation et dans l'expression des idées et des réflexions. Donc, faire une thèse, c'est un art, et l'art, comme vous le savez, n'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc cela signifie que faire une thèse n'est pas gagné d'avance. Hein. Faire une thèse, ou bien s'inscrire en thèse, ne signifie pas automatiquement que tous les doctorants qui sont inscrits en thèse auront leur diplôme avec la mention très honorable, les félicitations du jury, etc. Le travail de la thèse est un travail de longue haleine. Hein, il faut suer pour pouvoir y arriver finalement. C'est pour cela que nous souhaitions que cette journée d'études soit un arrêt-bilan, un moment d'évaluation. C'est une auto-évaluation pour le doctorant, mais c'est aussi un moment d'évaluation pour l'encadrant. C'est une évaluation formative. Donc je crois que c'est le terme qui convient le plus pour cette journée de formation. C'est une formation, c'est une évaluation formative faite dans un esprit de partage et d'intelligence collective. C'est le moment aussi pour le doctorant de prendre du recul sur son travail, de se mettre à d'autres regards et de procéder au réajustement nécessaire avant qu'il ne soit trop tard et impossible de faire marche arrière. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais passer le micro sans plus tarder à M. Hassan Hilali, qui est le directeur du laboratoire de recherche en langue, littérature et traduction, et qui répond toujours présent aux initiatives des professeurs
d'encadrement des professeurs du laboratoire. أشكر جزيل الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسهم الأستاذة نعيمة بوهالي والأستاذة نعيمة بوهالي والأستاذة الصديقة والعزيزة والأخت كريمة على أولا على تنظيم هذا النشاط وعلى اختيار هذا الموضوع، موضوع تكامل العلوم، موضوع تكامل العلوم والمعارف. هذا اختيار الادب واللسانيات ربما متقاطعه الترجمه، هذا موضوع الساعه. تنعرف جميعا ان العلوم في البدايه بدات متكامله، ان بعضها ينبني على بعض، انها كانت متكامله، كانت تتسابق العلوم، لم يكن هناك تخصص، كانت موسوعيه. وفي القرن التاسع عشر بدا التخصص، اصبحنا نجد انفسنا امام علم الاجتماع بعض كاين، علم النفس مع فرويد، علم التاريخ، اللسانيات مع سوسير وهكذا. وبخصوص اللسانيات سوسير اول المهام التي وضعها اللسانيات هي تحديد نفسها بنفسها، هي ضمان استقلاليه اللسانيات عن باقي العلوم التي تدرس اللغه. ولكن سرعان ما وجدنا انفسنا في الخمسينات من القرن العشرين امام موجه تكامل العلوم من جديد، ان اللسانيات وان اللسانيين وصلوا الى باب مسدود، وانه لا مجال لتقدم اللسانيات الا بانفتاحها على الرياضيات وعلى العلوم المعرفيه وعلى العلوم البيولوجيه الى اخره. اذا هذا موضوع الادب واللسانيات في صميم الموجه الجديده، في صميم البحث المعاصر. ما يمكنش نهائيا ان نكون لسانيين دون ان نكون على علم بالادب، ولا يمكن ان نستغني عالم الادب او الادبي او الناقد عن اللسان. فشكرا جزيلا على الاختيار في الصميم، وان هذا الاختيار يندرج ضمن وحدات، في صميم وحدات تكوين علمي في مجال التخصص، لان كل الطلبه سيستفيدون من المداخلات التي سيقدمها الزملاء في هذا الصباح. كل الطلبه سواء كانوا في مجال الادب او كانوا في مجال اللسانيات لا بد وانه بدون شك انهم سيستفيدون من هذه المداخلات. ليس لدي ما اضيف على التقديم الذي قدمه زميلي الاستاذ شكر. اشكر مره اخرى الاستاذ رشيد منتصر، هو صاحب الدار، هو استاذ ربما كنتم تعرفوه، هو له فضل كبير في بناء هذه المؤسسه وفي وضع الحجر الاساسي لهذه المؤسسه منذ كان تراكس، منذ كان تراكس خدام هنايا، وكان يتحمل المسؤوليه في العديد من الانشطه. هذا النشاط يندرج ايضا في الاشعاع العلمي المتواصل والوازن لمختبرنا منذ نشاته الى الان. اتمنى لكم افاده، ولعل اهم بالنسبه لي اهم نقطه في هذا اليوم هو ان الطالب سيتدرب على تقديم أطروحته، على تقديم مشروعه، على تقديم الصعوبات التي تواجه، وسيكون بدون شك سيكون تبادل بين الطلبه وبين الاساتذه، والاساتذه كما جاء على لسان الاستاذ شغل سيمدكم وسيمدكن بتجاربهم. فلكم كامل التوفيق، واعتذر وايضا اشكر، لا يمكنليش نختم بلا ما نشكر سي زوين المدير السابق للمختبر، والذي قام بمجهود كبير منذ التحاقه بهذه المؤسسه، سواء على مستوى مسلك الدراسه الفرنسيه او على مستوى الكليه ككل او على مستوى تدبير المختبر. وايضا نشكر الاستاذه فضيله متبوت الذي اعتبرها حقا اضافه نوعيه وقيمه مضافه لهذه المؤسسه في إشرافها وفي توجيهها وفي إسهامها وفي حضورها الدائم في كل الأنشطة التي يقوم بها المختبر. ولا ننسى، إذا نسينا لا ننسى الأستاذة نعيمة بوهالي التي لا تتردد نهائيا في تقديم الدعم للطلبة وفي المشاركة وفي الإسهام في كل ما فيه خير للطلبة ولهذه المؤسسة ولهذه المدينة. شكرا جزيلا وشكرا للسيد الرئيس. أشكرك مرة أخرى السي حسن على حضورك وعلى ذهابك المتواصل لكل الأنشطة التي تنظم داخل الكلية. Donc, je donne la parole tout de suite à ma collègue et amie Naïma Bouhali. Permettez-moi de vous dire un petit mot.
à l'occasion de cette journée. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette journée d'études dédiée aux échanges entre littérature et linguistique, comme l'a bien signalé c'est Hassan Hilali, journée intitulée Littérature et linguistique, regard croisé. Cette journée est particulièrement spéciale car elle met à l'honneur les travaux et les réflexions de nos étudiants doctorants qui sont au cœur de la recherche et de l'innovation dans ces domaines. Cette rencontre académique vise à rassembler des enseignants-chercheurs, vos professeurs et les étudiants autour de réflexions et de discussions enrichissantes sur les points de contact et les influences réciproques entre ces deux domaines. Les doctorants, par leur curiosité intellectuelle et leur rigueur scientifique, apportent un regard neuf et souvent audacieux sur les questions complexes qui animent nos disciplines. Aujourd'hui, ils auront l'occasion de partager leurs recherches, de débattre de leurs idées et de confronter leurs points de vue dans un esprit de collaboration et de dialogue. Nous espérons que cette journée sera riche en discussions stimulantes et en découvertes intellectuelles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche. Je tiens à présenter mes remerciements à M. le doyen et à M. Jawad Bouafa, vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération, qui, à chaque occasion, me facilitent l'accessibilité et la réalisation d'activités scientifiques telles que cette journée d'études. Je ne laisserai pas passer cette précieuse occasion sans exprimer ma profonde gratitude à M. Bonjem pour sa disponibilité inconditionnelle. Mes vifs remerciements vont aussi aux organisateurs, les professeurs Shkar Mohamed, Younes Zouin, qui m'ont accompagné depuis le début de l'idée de cette journée d'études jusqu'à aujourd'hui, et aux enseignants encadrants, chacun par son nom, pour leur soutien et leur dévouement, ainsi qu'aux efforts fournis pour la réussite de cette rencontre académique, plus spécialement Rachid Montassar, ami et collègue, qui n'a jamais décliné aucune de mes invitations pour de telles activités. Merci à toi, Rachid, d'avoir pris la peine de voyager jusqu'à chez nous. Alors, en rencontre qui a tenu toute l'attention de mon cher collègue Hassan Hilali, directeur du laboratoire de recherche langue, littérature et traduction, M. Hilali a chaleureusement soutenu l'idée d'organiser une rencontre avec nos étudiants doctorants depuis qu'il était conçu comme formation doctorale. Merci, cher Hilali, de répondre présent pour chacun de mes appels et merci pour ta patience. Un grand merci à tous les doctorants pour leur engagement et leur contribution précieuse à cette journée. Aussi merci et respect à M. Ali Femi, chef du département coopération, partenariat et formation, et à notre photographe, Mme Nawal, qui nous tiendra à compagnie pour mémoriser ce moment d'échange et de dialogue. Je vous souhaite à tous une journée inspirante et fructueuse. Merci. Nous passons tout de suite aux travaux de cette journée d'études. Donc on va commencer par la première séance qui sera modérée par cher ami et collègue Younes Zouin. Donc je cède ma place de président à Younes Zouin. Et bon courage. Salam alaikum. On commence les travaux de cette journée d'études avec cette première séance. Et d'abord, bien sûr, il faudrait que je dise un petit mot après mes collègues et amis Naïm El-Bouhali, c'est Hassan Hilali. De mon côté aussi, je remercie Naïm El-Bouhali. Bien sûr, dans le champ de la littérature, puisque cela va être analysé et approché dans les premières communications de la première séance, dans le champ de la littérature, il y a d'un côté le théâtre et de l'autre le roman, mais aussi il y a de la poésie. Et donc, Naïma et nous autres collègues, moi et Ishra, on a essayé bien sûr de voir s'il y a des communications qui pourraient porter sur les trois genres. De toute façon, il y aura deux communications qui portent sur les deux grands genres, hein, le théâtre
Et je remercie Sidi Montassam d'avoir pris sur lui la fatigue et le stress d'une journée et d'un colloque qui vient comme ça pour venir vous en parler du théâtre. Lui, le grand spécialiste du théâtre, qui a été ici à la fac de Taza, qui a assuré, comme le disait M. Ligali tout à l'heure, les cours de théâtre pendant des années, presque 2 décennies, et effectivement qui est allé faire des recherches ailleurs à l'ISADAC, en passant d'abord par la direction de l'école de l'ISADAC. Et donc notre collègue Montassam présentera une communication qui portera sur le théâtre et qui s'intitule « Lire le théâtre comme expérience esthétique ». Donc je ne vais pas prendre plus de temps, je lui passe la parole tout de suite et le remercie d'avance. Donc je remercie aussi ma collègue Naïm El-Boughali pour m'avoir mêlé à cette aventure scientifique. C'est Hassan Bidali pour avoir pris le flambeau pendant cette période par rapport au laboratoire, c'est Zoé, c'est le Shkar. Je vous remercie vivement et je vous exprime toute ma gratitude. Donc, pour ne pas me perdre, parce que j'ai tendance à me perdre et à ouvrir beaucoup de parenthèses, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. J'ouvre des parenthèses parfois sans les fermer. Donc pour ne pas me perdre, j'ai rédigé un texte et je vais me contenter de le lire. Mais avant, permettez-moi juste de situer le travail de cette contribution, c'est-à-dire la synthèse de cette contribution. Donc depuis que j'étais engagé à Taza, et après avoir soutenu une thèse, ça je le dis en pensant au doctorant que j'étais il y a je ne sais plus combien d'années. Donc quand j'ai soutenu la thèse, j'ai commencé à travailler à Taza, donc 3 ans après, et j'ai commencé tout de suite à enseigner. Et ça c'était une chance. Vraiment une chance de pouvoir être dans la continuité de ce souci, de cette réflexion. Mais ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire j'étais beaucoup plus dans des questions d'ordre, je vais dire, didactique. Comment faire sentir de manière concrète, précise, avec des outils simples, à des étudiants une problématique générale qui est extraordinairement complexe et que je ne pouvais pas aborder à partir de plusieurs, parce que c'est le sujet de la rencontre, à partir de plusieurs champs disciplinaires, mais je devais me spécialiser dans un axe et essayer de voir qu'est-ce que cela peut donner comme résultat. Cette communication, et il y a un dernier point, c'est que comment je suis passé de la stylistique sèche, l'expression est de Georges Molinier, à la sémiostylistique, puisque c'est lui qui a théorisé, si vous voulez, l'approche avec Alain Viala, et qu'après je ferai le passage de la sémiostylistique à la philosophie de l'art en incluant, ça c'est très important, les sciences cognitives. Cela ouvre plus d'un champ nouveau pour la littérature et aussi pour les études linguistiques, et je vous remercie. Alors, sans tarder, je vais passer directement à la communication suivante, qui portera, elle, sur le roman. Elle sera présentée par notre collègue Mohamed El-Shkar. Communication intitulée donc « Regard sur le postmodernisme littéraire et ses problématiques ». Je te passe la parole, Mohamed, tout de suite. Et merci. Merci. Alors, dans l'idée de contribuer à cette séance de formation, j'avais pensé à un sujet un sujet transversal qui pourrait retenir l'attention de l'ensemble des doctorants, notamment ceux qui travaillent dans le champ de la littérature. Je me suis donc dit que peut-être la majorité des œuvres littéraires sur lesquelles travaillent nos doctorants, bien sûr les œuvres contemporaines, s'inscrivent dans une esthétique littéraire
postmoderne. D'où l'intitulé de cette contribution, Regard sur le postmodernisme littéraire et ses problématiques. Mon intervention s'inscrit donc dans le domaine de la théorie littéraire, où j'essaierai de passer en revue quelques réflexions et visions des principaux théoriciens de l'esthétique postmoderne, dans l'espoir de pouvoir finalement en dégager quelques traits du roman dit postmoderne. Alors, dans un souci de clarté et de progression didactique, et avant de me pencher sur la notion de postmodernisme en littérature, il me semble pertinent tout d'abord de faire un bref détour par les notions de postmodernité et de modernité, bien que le temps imparti à cette présentation ne suffise pas pour en saisir toute la profondeur et toute la complexité. Alors, définir de manière rigoureuse ce qu'est la postmodernité ou la situer dans le temps et dans l'espace n'est pas vraiment une mince tâche, car tout comme la notion de modernité, la postmodernité demeure une notion complexe, abstraite, polémique et politique. Il est question d'une notion transversale, située au carrefour de plusieurs disciplines, relevant des sciences humaines, de la philosophie, de l'art, etc. Alors, en effet, le roman postmoderne, mu par le désir de la déconstruction et la tendance à la différence, devient un véritable laboratoire qui ne cesse de créer des formes hétéroclites et refuse par là de s'enfermer dans un carcan esthétique bien précis. Donc, pour conclure, aucune définition du roman postmoderne ne serait exhaustive et consensuelle en raison de l'absence, jusqu'à ce jour, de toute école ou manifeste qui puisse orienter ce genre. Il n'en reste pas moins vrai que les critiques qui se sont penchés sur ce genre littéraire s'entendent sur un certain nombre de traits qui reviennent de manière récurrente et se trouvent dès lors associés à la prose postmoderniste, soit l'intertextualité, l'hybridité, l'écriture du sujet et la fragmentation. Alors pour moi, je retiens ces trois traits distinctifs qui me semblent pertinents pour mieux approcher l'esthétique postmoderne dans le roman, soit l'hybridation, le retour du sujet et le retour du récit. Merci pour votre attention. Merci Mohamed pour cette communication très très intéressante. Voilà, nous avons eu deux communications, l'une porte sur le théâtre et l'autre sur le roman. Je vais lever cette première séance, et je donnerai la parole à Madame Naïma, qui annoncera la suite des travaux. Voilà. Oui, donc dans l'espoir de les présenter peut-être pendant une autre occasion. Donc moi, tellement la journée de travailler que j'ai préparé deux interventions. L'une, c'est la pragmatique et le texte littéraire. Et la deuxième, c'était l'art de la planification et structure. Donc, je vous promets, Madame Fadela, le titre de votre... la forme et aspect d'une thèse de doctorat. Donc, on s'est aligné, moi et Madame Fadela, sur le même axe. Donc, c'est un petit peu dans la méthodologie de l'écriture, de la rédaction de la thèse. Donc, vous aurez certainement l'occasion de nous écouter pendant une autre occasion, d'accord? Là, je passe tout de suite la parole aux étudiants. On passe à la deuxième séance. Donc, je donne la parole à Zolikha Bibo, qui a une communication qui s'intitule « Notre patrimoine ». C'est ça? Notre patrimoine, un présent du passé à transmettre au futur. Ma thèse de doctorat s'intitule L'art de l'Efraja chez la tribu Labranes de la ville de Taza comme élément du patrimoine culturel immatériel marocain, analyse linguistique et pragmatique. Cette thèse est sous la direction de Madame Bouhali.
Alors, si la plupart des villes marocaines sont fières de leur patrimoine culturel matériel ou immatériel, notre ville, Taza, a aussi son patrimoine culturel qui est très riche et très varié. Mais malheureusement, il commence à disparaître et à être oublié à cause de la mort de ces pionniers, surtout en parlant du patrimoine culturel immatériel. Notre thème de thèse de doctorat s'inscrit dans le domaine du patrimoine culturel immatériel marocain en général. En particulier, nous allouerons notre effort à la recherche dans le patrimoine culturel immatériel de notre ville Taza et surtout celui de la tribu Nbranes. Alors, pendant la première année, bien sûr, j'ai bénéficié de plusieurs formations, soit ici à Taza, soit ailleurs. Bien sûr, c'était grâce à notre directeur de laboratoire, M. Hassan Ilali, qui a assuré plusieurs formations ici, dans notre faculté polydisciplinaire de Taza. Dans notre deuxième année, Inch'Allah, que nous venons d'inaugurer, nous allons essayer de rédiger des articles scientifiques. Je vais commencer le pas vers la rédaction des articles. Nous allons participer à certains colloques qui seront organisés par notre faculté. Et aussi, nous allons commencer la rédaction de la partie théorique de notre thèse, Inch'Allah. Merci. Merci pour votre attention. Ravi de participer à cette rencontre doctorale qui s'inscrit dans le cadre des événements scientifiques et des formations constamment organisées par notre laboratoire en faveur des doctorants. J'ai choisi d'intituler mon intervention « Le voisinage texte-image dans les livres du dialogue ». Comme il est bien notoire, plusieurs facteurs et considérations interviennent dans le choix du sujet d'étude. À l'origine de ma thèse, il y avait 4 faits primordiaux qui m'ont en quelque sorte intriguée et attisé ma curiosité. Premier état de fait, civilisation de l'image et de la culture visuelle. Nous appartenons à une époque où chacun est abreuvé d'images, qu'elles soient figuratives ou abstraites. Notre étude est élaborée pour saluer toute expérience créative qui fait du mot et de l'image des signes de communication homologues. L'image se pense avant qu'elle soit visible et le mot se dessine avant qu'il soit lisible. Nul d'entre eux n'a besoin de l'autre pour prouver sa signifiance. La parole n'attend pas une assise de clarté, aussi bien que l'image, au moins pour celui qui les a conçus. Bien avant leur union, les deux existent indépendamment et possèdent ce par quoi ils peuvent résister devant les avis qui cherchent à les anéantir. Il n'est plus question dans les livres de dialogue d'agrémenter, d'orner ou de désembrouiller un texte par une image ou vice-versa. La conception de tels ouvrages est faite pour valoriser l'essence du partage, la réciprocité du regard et en particulier la contribution d'un lecteur convié à apprivoiser un espace livresque hybride. Merci à vous. J'arrive à la fin. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à vous remercier tous et toutes pour la journée d'études. Mes chers professeurs, je vous remercie pour les efforts déployés pour organiser cette journée d'études, bien sûr, consacrée aux doctorants et aux doctorantes. Je suis encadré par M. Youssouine, que je remercie chaleureusement. Je travaille dans le cadre de la mémoire et de la post-mémoire au XXe siècle, partant bien sûr de Marcel Proust, bien sûr qui a déployé toute une théorie de la mémoire depuis son premier livre de la recherche de côté de Chiswan jusqu'au dernier, le temps retrouvé. Il a essayé de reconstituer bien sûr sa mémoire personnelle. Je travaille aussi sur Claude Simon et sur Patrick Modiano dans le cadre de la post-mémoire pour voir bien sûr cette question de l'évolution de la mémoire au XXe siècle, de la mémoire à la post-mémoire. Donc, comme on a déjà dit, la post-mémoire est une mémoire retardée qui ne surgit qu'après coup, à propos d'événements que le sujet n'a pas vécu lui-même ou qu'il a refoulé. Il s'agit d'une mémoire par procuration, car elle est empruntée au récit des autres. Je cite l'un des spécialistes de Modiano, la post-mémoire est l'expérience de ceux qui ont grandi dans la domination des récits d'avant leur naissance. Leurs propres récits différés sont évincés par les récits des générations précédentes et déterminés par des événements traumatiques qui ne sauraient être pleinement compris ni remémorés. En fait, depuis 1976, la sortie de l'interrogatoire avec Emmanuel Berne, Modiano manifeste sa décision d'avoir une mémoire
à travers le passé et la mémoire des autres. En face de Berne, écrit-il, je retrouve mes préoccupations, le temps, le passé et la mémoire. Il les ravive, ces préoccupations. Il m'encourage dans mon dessin, me crée un passé et une mémoire avec le passé et la mémoire des autres. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Chers professeurs, chers participants, chers auditoires, je vous salue et je vous remercie de l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, premièrement, je voulais vous présenter généralement ma thèse de doctorat. Et après, j'ai décidé de travailler sur un des volets sur lesquels je travaille, à savoir anthropologie et littérature, quel lieu de croisement. Et je pense que c'est en connivence avec la journée d'études d'aujourd'hui. La relation entre la littérature et l'anthropologie qui existe de longue date est l'une des préoccupations centrales, mobilisant à la fois littérateurs et critiques littéraires dans le but de répondre à de multiples questions se posant à leur rapport et d'établir un point de communication entre deux domaines qui s'entrecroisent en dépit de leurs différences, tant dans leurs objectifs que dans leurs méthodes. Le rapport entre les deux domaines qui était depuis toujours considéré comme antithétiques. Des divergences se situant au niveau du langage, des objectifs, des fins et des modalités d'approche du réel justifient et nourrissent ce conflit. Les anthropologues, en revendiquant la scientificité de la discipline, ont remis en cause l'objectivité du phénomène littéraire et l'ont conçu comme une production de l'imagination non conforme à la réalité, comme une fiction, un art pourvu de règles, comme le produit d'une rhétorique masquant l'effet derrière ces dentelles, ces figures, ces recherches d'effets qui compromettent toute objectivité. L'uniformisation culturelle, les avancées technologiques, la surinformation et la désinformation, les hégémonies économiques, les tensions géopolitiques, les migrations, etc., l'étude de l'homme dans la totalité de ces aspects est devenue une nécessité urgente pour rendre intelligibles certains phénomènes sociaux et culturels complexes. Merci. Et merci pour votre écoute. Peut-être la troisième séance, et pour ça je cède la modération à mon ami et collègue Naïma. Merci, cher Rachid. C'est bon. Alors, on passe tout de suite à la troisième séance. Vous pouvez vous libérer. D'accord. Alors, on passe tout de suite à la troisième séance. J'appelle Madame Samira Yacoubi. Donc, il va nous parler, sa communication s'intitule « Le discours ironique, variante esthétique et idéologique ». Merci à nos professeurs et au laboratoire qui nous a permis de parler de notre travail. Merci pour votre aide et pour votre soutien. Merci aussi pour les personnes présentes ici pour assister à nos travaux. Donc aujourd'hui, je m'appelle Madame Samira Yacoubi, je suis doctorante en quatrième année. Donc, je travaille sur une thèse qui s'intitule « Le discours ironique, variante esthétique et idéologique » chez trois écrivains, à citer Fouad Eloui, à citer aussi Ahmed Koulouma et Milan Kantera. Donc aujourd'hui, on va parler du discours ironique et ses variantes esthétiques et idéologiques. L'ironie traite de communication qui engendre méditation et réflexion, provoquant ambiguïté et malentendu, est une figure de style qui existe et prolifère dans la vie courante. Elle est présente aussi dans la littérature, notamment en écrit. C'est un concept délicat et difficile à définir et à délimiter. Ce terme qui recouvre plusieurs notions selon son utilisation dans un contexte donné, l'ironie socratique, l'ironie romantique, l'ironie du sort, connaît différentes acceptions selon la science qui s'y occupe ou s'y penche. L'étude de cette forme de discours complexe, subtil et en même temps nuancé, a revêtu un caractère interdisciplinaire puisqu'elle se trouve située au carrefour de plusieurs champs de savoir, chacun selon ses idées, son dispositif, ses angles d'attaque et ses finalités. La littérature s'en est acquise comme la philosophie, la linguistique, la psychanalyse, la rhétorique, la linguistique, la psychologie aussi.
pour conclure, nous pouvons avancer l'idée selon laquelle Nkrumah marche sur les pas de plusieurs écrivains mondiaux et africains. Il utilise l'un de ces outils qui est la répétition comme moyen pour insister, mettre en valeur, etc. Elle devient ainsi, l'ironie et la répétition deviennent ainsi pour lui un moyen de transfert d'idéologie langagière, politique, sociale et culturelle qui est utilisé aussi comme une forme de critique savante et intelligente qui garantit les changements des idées, la remédiation au tard de la société et des personnages. Variante esthétique et idéologique. J'appelle M. Hamid. M. Hamid Belaïdi, il va nous faire l'intervention sur étape intitulée Étape pour comprendre et interpréter l'audiodescription à la lumière de la sémiologie. Donc, avant de donner la parole à M. Belaïdi, donc, vous l'avez sûrement remarqué sur le programme, nous avons consacré un moment de débat après chaque séance, mais après on a décidé de vous entendre d'abord, de vous écouter, et puis après on va laisser vers la fin les remarques et directives de vos encadrants. À toi la parole, cher Hamid. Je vous salue respectueusement et vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter mon travail de recherche, mon projet qui s'intitule « La réception des non-voyants des produits médiatiques, artistiques, visuels au Maroc ». Ce projet se concentre sur l'audiodescription comme un outil pour rendre ces œuvres artistiques accessibles aux non-voyants, aux personnes non-voyantes, aux déficients visuels. Définition. L'audiodescription est une technique d'accessibilité qui consiste à insérer une voix off en décrivant les éléments visuels d'une œuvre d'art, d'un film, d'une émission télévisée ou d'une pièce de théâtre, etc. Cette narration se glisse entre les dialogues ou les moments de silence pour décrire les gestes, les expressions faciales, les mouvements de caméra, les décors, permettant ainsi aux non-voyants de construire mentalement l'image de l'œuvre. La sémiologie aussi nous amènera à construire un métalangage pour produire une analyse de discours de l'interprète qui essaye de faire un transfert non seulement linguistique du signifié visuel, mais le transfert poétique et esthétique de l'image cinématographique. Merci pour votre attention. Donc, merci à toi. Alors je passe tout de suite à la communication suivante. J'appelle Fatima Cheikh. Donc son intervention est intitulée « La traduction en arabe du roman marocain francophone, état des lieux et perspectives ». Alors bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à nos chers professeurs, Madame Naïma, Madame Khadira, Monsieur Chkal, Monsieur Montassar, et bien sûr mon directeur de thèse, mon cher professeur, Monsieur Nessezoui. Et bien sûr à toutes les personnes ici présentes. Donc, ma communication est intitulée La traduction en arabe du roman marocain francophone, état des lieux et perspectives. Donc, avant d'entamer la présentation, il y a lieu de souligner que nous n'allons pas faire ou bien traiter un aspect précis de notre recherche, mais nous allons essayer de clarifier notre orientation et notre sujet de thèse. Alors, je vais faire une analogie entre deux phénomènes. Le premier est un phénomène naturel. Il s'agit du cycle de l'eau. Et le deuxième, qui concerne notre
thème de recherche, nous l'avons nommé le cycle de la traduction, et en particulier la traduction du roman marocain francophone vers l'arabe. Alors, notre objectif est de révéler la particularité de la traduction du roman marocain francophone vers l'arabe en tant que réappropriation. Et merci pour votre attention. Donc, j'ai beaucoup aimé ce rapprochement entre l'eau et la traduction. Donc, cette métaphore, j'ai beaucoup adoré cette métaphore. Et d'autant plus votre explication, votre interprétation. Alors j'appelle Madame Siham Boultam. Votre intervention s'intitule « Réponse et l'engagement sur le prisme de la littérature marocaine francophone de l'extrême contemporain, un regard sociocritique ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous mon projet doctoral, qui est sous l'encadrement de Madame Naïma Al-Boulaï et Monsieur Rachid Montsassa. Je commence. Il arrive parfois que des événements fortuits ou phénomènes de société attirent tellement l'attention qu'il invite au partage avec le plus grand nombre possible, disait Ahmed Messaïr. Le rapport entre la réalité matérielle et sociale d'un côté et la littérature et l'art d'un autre est une question qui n'a pas fini de préoccuper les écrivains et les critiques. Au XXe siècle, ère de bouleversements de toutes sortes, celle-ci a atteint à son paroxysme du fait de l'apparition de plusieurs écrivains qui ont commencé à s'interroger, à la suite de plusieurs événements fâcheux, sur la fin aiguillonnant les projets scripturaux et artistiques pour les perspectives d'avenir. Donc je compte participer aux deux colloques qui se tiendront ici à la faculté polydisciplinaire de Taza. Aussi donc un autre colloque qui touche directement la thématique sur laquelle je travaille et qui sera donc je crois le 6 janvier 2025. Et bien sûr, je compte aussi rédiger d'autres articles scientifiques. Merci de votre attention. Siham Boultam, merci pour votre présentation. Je passe la parole maintenant à Monsieur Hossein Chimlal. Il va nous faire une présentation intitulée « De l'anaphore en arabe, les syntagmes nominaux définis ». À toi la parole, c'est Hossein. Je remercie également mon encadrant pour ses directives, pour ses orientations et pour le choix du sujet de la thèse que j'entame. Alors, l'anaphore, c'est un mécanisme de reprise textuelle et discursive d'une première mention. Chaque langue en a besoin pour permettre une production cohésive et cohérente. Cohésive dans le sens où le locuteur cherche à établir des connexions intraphrastique entre les unités linguistiques et cohérente là où les phrases et les passages sont interconnectés de façon à transmettre un tout bien cousu. Quand on pense à montrer ce mécanisme, le locuteur se trouve devant une liste d'expressions anaphoriques dont l'emploi varie selon des facteurs d'ordre syntaxique, sémantique et pragmatique. Or, ces facteurs peuvent être transgressés lorsqu'on passe de l'acte de produire dans une langue à celui de traduire dans une autre langue. Ainsi, on trouve des traducteurs qui optent pour la littéralité et d'autres pour un changement de l'expression anaphorique. Donc notre travail consistera ici à commenter ces traductions afin de voir jusqu'à quel point elles permettent de garder la clarté et transmettre un message qui soit sémantiquement et pragmatiquement identique à l'original et dont le sens soit compris par un lecteur français. Merci. La séance suivante, la séance suivante va être modérée par ma collègue Fadela Ntout. Fadela, je te laisse la parole et bon courage. Merci. Alors, je vous remercie toutes et tous pour cette journée très intéressante et fructueuse. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié la présentation de tout le monde. Je ne vais pas dire la plupart, mais de tout le monde. C'était très intéressant, c'était enrichissant et j'étais ébahie par l'aisance de la prise de parole de vous toutes et tous.
Donc je ne sais pas où est-ce que vous avez appris toute cette assurance. Nous n'étions pas comme ça, hein, à notre époque. Bon, autre époque, autre mœurs. Mais c'est un point positif pour vous, donc je vous encourage à poursuivre dans cette lignée. Et j'ai beaucoup apprécié la communication de M. Abdelhamid. Vraiment, je l'ai écouté et j'ai essayé de faire celle qui ne voit pas. Mais je n'y arriverai jamais. Parce que donc, les non-voyants ont quelque chose de plus que nous. Alors, je ne sais pas dans quel monde ils voient, comment est-ce qu'ils voient les couleurs, comment est-ce qu'ils perçoivent les choses que nous, on voit. Mais sincèrement, je suis sûre que vous les voyez mieux que nous. Alors, comment est-ce qu'il a appelé ça l'audiodescription? Je vais essayer de faire l'expérience, un de ces quatre pour voir comment ça se passe. Et nous passons directement à la communication suivante. Et j'appelle M. Mohamed Moujahid, qui va nous présenter le roman historique marocain en classe de français, état des lieux, problématiques et perspectives. Bonjour à tout le monde. À mon tour, je remercie infiniment mes chers professeurs, mes encadrants, de nous avoir procuré cette opportunité de présenter nos travaux. Donc, certes, c'est une occasion en or pour partager nos idées, nos expériences, ainsi que toutes les informations nécessaires pour nos travaux. Donc, mon intervention sera intitulée par le roman historique. Donc, j'ai changé un petit peu dans le titre, Engagement, tendance et perspectives. Donc, en ce qui concerne ce thème choisi et débattu tout au long de ma propre expérience. Donc, à travers ce thème, j'ai posé quelques questions pour y répondre afin de donner une vision claire sur ce sujet. Donc, pourquoi le roman historique, et spécifiquement marocain? Y a-t-il vraiment un roman historique marocain? Et à quel point nous considérons le roman historique comme une source ou élément de réussite en classe de français? On pourrait dire que le roman historique est digne d'être enseigné et programmé par des étudiants au lycée dans le but de réaliser les objectifs escomptés, à savoir l'amélioration des compétences linguistiques ainsi que la compétence liée à l'identité et l'appartenance au national. Et merci de votre attention. Et merci surtout d'avoir respecté le timing. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc nous passerons à... Je remercie monsieur, je n'avais pas vu qu'il était avec toi. Donc nous passerons directement à la prochaine communication. Et je vous fais remarquer que les deux autres communications ne passeront pas parce qu'il y en a une qui est déjà passée, celle de Mme Yagoubi, et puis Jamila Chri sera absente. Donc après cette présentation, nous passerons au débat. Alors j'appelle monsieur Mohamed Ouazani Chahdi, qui va nous présenter une communication intitulée Enjeux et défis à la traduction de la répétition coranique. Merci. Professeur, pour organiser cette journée agréable. Je prépare une thèse, alors dirigée par M. Mohamed Mahdawi, alors intitulée La problématique de la répétition dans la traduction coranique à travers la comparaison de 4 versions. Alors la version du complexe du roi Fahd, la version de Berck, de Blacher et de Masson. La problématique. Puisque tout texte sacré exige une traduction dépouillée de la trahison, une question pertinente s'impose dans notre étude. Est-ce que la répétition traduite conserve sa noblesse stylistique, sa beauté esthétique, sa force argumentative, sa force rhétorique et son poids linguistique dans le texte d'arrivée? Pour motiver le récepteur et favoriser un dialogisme
linguistique et culturelle entre les deux langues. Merci pour votre attention. Si tu veux, j'ai une petite question, j'ai pas oublié. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment très captivée par l'intervention de M. Abdelhamid par rapport à la description audio. L'audio-description, pardon. C'est la fin qui parle. Donc, j'aurais aimé savoir quelle est ton expérience et quel est ton, quel est ton feedback par rapport à ce procédé. Est-ce que tu trouves qu'il est, qu'il n'est pas trop subjectif par rapport à celui qui le réalise, la description Est-ce que ça, en tant que toi-même, est-ce que c'est une expérience que tu apprécies ou bien tu voudrais que ça soit amélioré, que ça ne répond pas encore aux attentes des personnes non-voyantes? Selon mes connaissances que j'ai requis, donc l'audio-description, comme j'ai déjà dit, c'est une voix off qui consiste à insérer des descriptions des scènes visuelles silencieuses pour décrire les gestes, les expressions faciales, les mouvements de caméra, etc. Tu as dit que l'enseignement du roman historique au Maroc reste un défi. Donc c'est-à-dire que on n'a jamais enseigné le roman, on n'a jamais osé enseigner le roman historique au Maroc. Vraiment, c'est un défi. Comme j'ai terminé mon travail en ce qui concerne le côté didactique et la programmation des romans historiques en classe de français, ça représente un défi. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais, comme vous avez dit dans votre question, on n'a jamais enseigné le roman historique. Comme j'ai fouillé le programme programmé au niveau du lycée, donc il y avait des pièces théâtrales, il y avait des romans, mais des romans qui ne sont pas purement historiques et marocains. Alors deux traits ici, le roman qu'il soit historique tout d'abord et qu'il soit marocain, c'est-à-dire qui représente le contexte dont nos étudiants s'enseignent. Je vais être un petit peu générale dans les remarques. D'abord, merci à tout le monde. Merci pour vos prestations. Vous avez été très bien et je suis très satisfaite. Donc, je comprends parfaitement le stress qui vous a envahi en vous invitant non pas à une formation doctorale, mais à une journée d'études. Donc, passer de déposer l'état d'avancement directement à l'administration, à le présenter devant une audience composée de professeurs encadrants, ne s'avère pas une tâche mince, je le reconnais. Surtout que cette journée est une première depuis que nous avons commencé à encadrer les doctorants au sein de notre établissement. Donc, mes remarques vont être ciblées et vont directement en ce qui concerne votre présentation. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de passer à la barre. Ma première remarque, c'est le respect de timing. Donc, vous avez tous été dans les temps, chose que j'apprécie et chose qu'on vous demandera plus tard de respecter, d'accord? Deuxième remarque, c'est le problème de la lecture. C'est-à-dire, certains d'entre vous, ils ont pu maîtriser la présentation de leur communication, c'est-à-dire en essayant de la dire, non pas de la lire. Par contre, certains, d'autres, ils ont été un petit peu hésitants, ils ont perdu le contact visuel avec l'audience. Donc essayez de revoir ce contact visuel
dans les prochaines interventions et essayer de maîtriser, plutôt de dire votre communication et non pas de la lire. Chose que j'apprécie, un autre point que j'apprécie aussi, c'est votre bonne gestion du stress. Tellement vous avez été stressé que votre présentation, vos communications étaient je dirais, satisfaisantes, excepté quelques difficultés au début. Tous, ça nous arrive, donc à chaque fois qu'on commence une communication, on commence par des hésitations, on commence par faire des fautes d'élocution, donc c'est chose normale. Et vous savez pourquoi des fautes d'élocution? Donc ceci est dû au manque de pratique. Donc peut-être vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour répéter davantage votre présentation, votre communication. Donc essayez de travailler là-dessus. Faites-vous répéter devant un mémoire, devant vos camarades, devant des connaisseurs dans le domaine. Je passe à une autre remarque aussi concernant la présentation, c'est votre posture. J'ai remarqué que vous êtes tous ouverts, vous avez une posture ouverte pendant votre présentation, vous avez été sûr et confiant lors de votre présentation. Cependant, certains d'entre vous doivent travailler leur élocution. Donc, le fait de dire ou bien de lire la communication, donc essayez de travailler votre élocution et essayez d'apprendre à maîtriser votre stress. La gestuelle aussi, votre gestuelle pendant la présentation. Donc là aussi, essayez de la travailler en cours, je vous invite à la travailler. Comment? Donc essayez d'appuyer vos propos, donc en parlant, appuyez vos propos en utilisant vos mains pour souligner des points importants. Sinon, hormis ces remarques, donc je salue et j'apprécie vos présentations et vos communications aujourd'hui. Merci à vous. Moi, je voudrais bien abonder dans ton sens, Naïma, pour un peu les excuser, parce que lorsqu'il s'agit de présenter une communication, c'est pas facile, c'est toujours comme ça. Ça nous arrive, en fait. Après des années de pratique, et puis, Naïma, il y a toujours des problèmes. Lorsque tu viens avec une communication, ça n'est jamais facile. D'autant plus que dans le contexte de cette journée, les choses n'étaient pas très claires au début. De toute façon, moi je parlerai au nom de mes étudiants. Au début, on ne savait pas si ça allait être une formation doctorale, donc parler de son sujet de thèse, ou bien choisir un axe à développer, ou même carrément aller au-delà, chercher une réflexion à développer devant quelqu'un. Donc s'il y a des hésitations chez nos étudiants, c'est dû à ça. En fait. Et voilà, donc je vous remercie pour votre courage, parce que quelques étudiants ont répondu à l'appel presque dans la dernière semaine, presque, donc c'est un peu qualité à souligner, être courageux, audacieux, aller vers le sujet, et puis on apprend de ses fautes et on ne devient forgeron qu'en forgeant. Ceci dit, j'aimerais bien remercier encore une fois Naïma, d'abord Naïma, qui a pris l'initiative de cette journée. Allah يعطيك الصحة Naïma, جمعتينا غدا. Ça fait plaisir. Je remercie aussi Fadela, Fadela qui a elle aussi déployé autant d'efforts pour être avec nous. C'est Rachid Montassar qui est venu de Rabat, aussi Mohamed. Voilà. Et donc je remercie même il y avait aussi des doctorants qui sont venus d'autres labos et carrément des étudiants de licence. Et ça, Naïma, ça c'est en ton honneur. Il y a eu des étudiants de la licence. Il y a encore Soufiane qui est encore là avec nous. Ah voilà, il y a Sarah déjà. Et il y a Sarah de même, oui. Qui n'est plus en licence et qui aime cette faculté. Et je crois qu'il y avait des étudiants de S2 et S3. Ah, oui. Et même de S3, je pense. Ils sont partis.
Et cela, vous avez remarqué, durant les dernières années, on a presque perdu la trace de l'étudiant dans les activités des laboratoires. Quelques années avant, on faisait des colloques, et puis il y avait, enfin la salle des conférences était archi pleine. Dernièrement, on a commencé à perdre le contact avec les étudiants, et grâce à cette journée, quand même, les choses commencent à revenir. Voilà. Donc voilà. Une communication partagée ici par mes collègues et aussi par les chercheurs doctorants. C'est la question de la pertinence du choix du corpus. Je pense qu'il faut faire très attention et se poser et vérifier à chaque fois est-ce que mon corpus est pertinent ou pas. Et ça, je pense que des fois, on met un certain temps à découvrir que peut-être on est parti sur de mauvaises bases. Peut-être que j'ai été induit en erreur par le choix du corpus. Ça me semble un point très très important. Deuxième point, qui est fondamental pour l'université marocaine, c'est que l'université marocaine constitue ce que Pierre Bourdieu appelle des instances de légitimation. Et c'est lié au corpus. Cela m'amène à poser une autre question. C'est est-ce que le corpus choisi constitue une valeur littéraire, esthétique, intellectuelle, etc., pour que je puisse l'intégrer dans mon travail. Quand je travaille sur un auteur, est-ce que cet auteur, il a une écriture singulière, il a une touche singulière. Tout à l'heure, si Mohamed il vous a posé la question sur les corpus, vous avez cité Balzac et Sfraoui. Sfraoui, il a fait ses preuves. Question, est-ce que les auteurs que j'ai entendus, je ne vais pas les citer, est-ce que les auteurs que j'ai cités méritent d'être inclus et d'être légitimés, c'est-à-dire enseignés au sein de notre école? Une autre question, c'est que je n'ai pas entendu beaucoup de questions dans vos interventions. Or, le travail de recherche consiste aussi à poser des questions. Parfois, des questions bien formulées, bien posées, sont beaucoup plus importantes que les réponses qu'on peut y apporter. Autre point, c'est la question de la contradiction et de la nuance. Quand vous avez parlé du choix du Coran et de la répétition, dans l'analyse de la répétition d'un point de vue stylistique, pragmatique, linguistique, moi, à votre place, je vais voir les détracteurs de la sacralité du texte coran. Pourquoi? Et je vais les mettre en regard. C'est ça l'intérêt de la recherche. C'est-à-dire que je ne peux pas nier une réalité qui existe déjà. Et mon travail, c'est de confronter ces deux points de vue et puis de me poser la question. Il y a un aspect que je n'ai pas entendu, mais moi qui m'interpelle énormément. Il y a deux aspects. Excusez-moi, je vais m'étaler un tout petit peu. Il y a la notion de l'efficacité psychologique de la répétition. Il y a la notion de l'efficacité motrice de la répétition. Et puis il y a l'efficacité sur le plan anthropologique de la répétition. Alors vous voyez, nous sommes sur trois terrains, sur trois champs disciplinaires, psychologie, anthropologie, le troisième je l'ai oublié. Donc la répétition d'un point de vue psychologique comme source de plaisir. Les Grecs disaient une formule, vis repetita placent, les choses répétées deux fois plaisent. La répétition qui produit le plaisir. Pour l'anthropologie, il n'y a pas de rituel sans la répétition. Donc ça, je pense que c'est une dimension qui est fortement intéressante et qui va nous mener vers la notion, et là je vais choisir un concept transversal par rapport à votre présentation, qui va nous mener vers un imaginaire qu'on pourrait qualifier de imaginaire musulman ou arabo-musulman ou amazigho arabo-musulman ou vous voyez ce que je veux dire.
Alors, par rapport à l'analyse des pratiques spectaculaires au Maroc, vous avez très très bien fait de situer et de contextualiser votre corpus. Et faites attention à des concepts tels que le concept, par exemple, de folklore. On ne parle plus de folklore. Le folklore, c'était... Il y a toute une école, si vous voulez, dans l'anthropologie, qui est l'école folkloriste américaine, qui est aujourd'hui dépassée. Et il y a un auteur, il y a un autre travail, j'ai oublié qui avait parlé de la question de la transmission. Je vous renvoie aux travaux de Maurice Godelier, c'est un anthropologue encore vivant. Il a publié quelques années deux textes qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est l'imaginaire, l'imaginer et le réel, et dans lequel il remet en question cette séparation entre ces trois niveaux, si vous voulez, donc le symbolique, l'imaginaire et le réel. Et il dit très rapidement que si Claude Lévi-Strauss met ces deux dimensions sur le même plan, il les sépare, Claude Lévi-Strauss, il les sépare. Maurice Godelier, à travers justement l'analyse de formes spectaculaires dans les rituels liés au rituel de la mort, eh bien, pour lui, ils sont au même niveau. Et quelle est la différence, par exemple, entre regarder une toile, donc c'est le réel, mais c'est en même temps, c'est un imaginaire qui s'incarne. Vous voyez? Donc, en tout cas, je vous invite à lire ce livre, et aussi le dernier qui est sur la mort, anthropologie de la mort. Donc, la mort comme étant un invariant dans toutes les cultures, qui traverse toutes les cultures. Mais le rapport à la mort et la représentation de la mort, elle varie d'une culture à une autre. Donc il y a des différences dans les représentations de la mort, et aussi dans le rapport aux morts, dans le rapport aux malades, le rapport à la maladie, etc. etc. Donc voilà, soyons toujours prudents, je fais un résumé rapide, soyons toujours prudents aux concepts que nous utilisons, à leur évolution, et aussi à ce qu'on appelle la contextualisation. Contextualisation de la langue, vous avez essayé de le faire, contextualisation culturelle et contextualisation aussi historique. L'évolution de tel ou tel concept. Et puis, en dernier, cet esprit de contradiction. N'ayez pas peur des contradictions, et ne soyez pas dans l'affirmation. Face à la mémoire, il y a aussi l'oubli. Est-ce qu'il n'y aurait pas une écriture de l'oubli? Je pose des questions. Vous voyez, donc, ne soyez pas beaucoup plus dans l'affirmation, mais beaucoup dans le questionnement permanent, à la fois du corpus, de son ajustement, de son adéquation par rapport aux problématiques posées au départ, et par rapport à la pertinence. Et qu'est-ce que je peux en tirer. Donc voilà, très très... Il y a d'autres points, mais je pense que peut-être qu'on va les laisser pour une autre occasion. Et puis, qu'est-ce que l'identité? Excusez-moi, je ne vais pas m'arrêter. Qu'est-ce que l'identité, monsieur, quand vous avez parlé de l'identité marocaine? Est-ce qu'il y a une identité marocaine? Moi, je dirais que non. Est-ce qu'il y a une culture marocaine? Moi, je vous dirais que non. Culture plurielle? Et encore. Donc il y a aussi des présupposés d'ordre idéologique dont nous sommes porteurs, et nous gagnerons, croyez-moi, nous gagnerons à en être conscients. Idéologie, le travail de recherche. Le travail de recherche est censé être un travail de neutralité et de mettre en évidence les contradictions, les correspondances, les nuances, la complexité. Pensez la complexité, ne pensez pas l'uniformité, ne pensez pas les choses simples, parce que rien n'est simple. Moi je dis toujours, et je le disais quand j'étais ici enseignant, il nous suffit de nous regarder. Est-ce que notre vie intérieure est simple? Ne l'est pas. Et ne l'est pas. Est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je pense ce que je dis? Est-ce que
je dis toujours ce que je ressens, est-ce que je maquille les mots, est-ce que je suis moi-même quand je suis dans différents... Non, les choses ne sont jamais simples. Maintenant, quand on est dans l'enseignement, on doit simplifier. Mais la recherche, son travail est de montrer la complexité des systèmes. Surtout quand il s'agit de choses liées à la production de l'imaginaire, qui est la littérature, les spectacles, les arts, etc. Maintenant, je crois Cette journée d'études, donc au nom du comité d'organisation, je remercie mes chers collègues, notamment c'est Rachid Monsassar qui a fait le déplacement depuis Rabat, Younes aussi qui a fait le déplacement lui aussi, Fadela également, Naïma. Alors, nous avons voilà, sont plus tous déplacés pour faire réussir cette activité scientifique que Naïma a pris la responsabilité de coordonner. Avec succès. Bien sûr, avec succès. Je félicite Naïma pour la réussite de cette activité. Je remercie les doctorants, notamment ceux qui sont venus de loin, et je leur souhaite une bonne continuation dans leurs travaux de recherche. Je leur dis également de ne pas s'inquiéter. Vous avez toujours droit à l'erreur, puisque vous êtes en phase de préparation de vos thèses, vous êtes en phase d'apprentissage, donc vous avez droit à l'erreur. Le premier tir, parfois, c'est pas toujours réussi, donc essayez la prochaine fois de faire mieux. Et voilà, je vous donne rendez-vous, comme l'a annoncé Naïma tout à l'heure, le 10-11 décembre. Voilà, avec un colloque international sur le patrimoine culturel immatériel. Et merci de votre présence et de votre attention.